Bonjour, alors moi je suis Élodie Perrichon, je suis chargée de mission prévention des inondations au syndicat du Haut-Rhône. Je vais vous faire une petite présentation de ce que c'est qu'un petit gestionnaire de digue qui commence à peine à prendre un petit peu de ce rôle-là. Alors le syndicat du Haut-Rhône, c'est un syndicat qui est sur le Rhône, sur 3 départements, sur la Savoie, l'Ain et l'Isère. Il a été créé en fait suite aux crues de février 90, qui était un événement entre cinquantennal et centennal sur notre territoire. On avait un certain nombre de petits syndicats gestionnaires de berges qui existaient sur les 3 départements. Et puis, suite effectivement à cette crue, ils ont souhaité se regrouper et puis se sont posés un certain nombre de questions suite à cette crue de 90, puisqu'on était quelques années après les aménagements hydroélectriques qui ont été réalisés par CNR sur notre territoire. Sachant qu'aujourd'hui, donc, on a 4 aménagements hydroélectriques, Chautagne, Belay, Brégnier-Cordon et Sobrena. Et Sobrena avait été finalisé en 1986. Et donc, 4 ans après, une crue importante est arrivée sur le territoire et a posé un certain nombre de questions aux élus et aux habitants du territoire. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que la population riveraine s'est posé un certain nombre de questions et a souhaité mieux comprendre le fonctionnement du Rhône. Et ça a suivi ensuite par la mise en œuvre d'opérations de restauration de l'écosystème fluvial, où ça a débouché dans les années 2000 sur la restauration d'une vingtaine de launes qui avaient été complètement potentiellement déconnectés suite aux aménagements hydroélectriques, et aussi à une renégociation avec les services de l'État et la CNR sur l'augmentation des débits réservés dans les Rhônes court-circuités. Donc le SHR a été créé en 2003. Donc actuellement, on est un syndicat avec un syndicat à l'intérieur de notre syndicat et d'autres communes. Ça représente 27 communes sur 3 départements, sur 67 km de fleuve. Et donc aujourd'hui, suite à l'étude de préfiguration GEMAPI qui a pris pratiquement 2 ans, nous arrivons à un linéaire d'une centaine de kilomètres de fleuve avec 7 EPCI autour de la table sur 4 départements, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère. Donc aujourd'hui, on sera prochainement compétent sur les items 1, 2, 5, 8 et 12 de l'article 207 du Code de l'environnement. Donc on est au départ effectivement un syndicat qui était plutôt GEMA que PI. Et effectivement, on a développé cet item de prévention des inondations depuis à peu près 4 ans. On est également animateur Natura 2000 et gestionnaire d'une réserve naturelle nationale. Donc les digues du Haut-Rhône, elles sont situées sur trois zones d'expansion un peu différentes. Alors on est en zone d'expansion des crues parce que notre territoire, en fait, il a été déclaré comme ZEC suite à la crue de 1856. Donc pour préserver les champs d'expansion des crues, une loi en mai 1858 est venue fixer ces zones d'expansion de crues pour protéger les agglomérations à l'aval. On a, pour vous donner une ordre d'idée, donc la crue de février 90, on était à peu près à 2850 mètres cubes secondes. Et on a un certain nombre de digues qui sont situées aujourd'hui sur les linéaires des 3 Rhônes court-circuités, donc ce qu'on appelle aussi chez nous des vieux Rhônes. Et ces digues sont en arrêt de poisson, comme l'a présenté ce matin Robin Nollet, et elles sont ouvertes à l'aval. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des digues qui ont été construites pour différentes raisons, des digues sardes qui datent du 18e et 19e, qui ont été construites pour défendre les limites entre la Savoie et la France à l'époque, protéger de l'érosion la plaine alluviale,
protéger les terres agricoles. Et puis, on en parlait déjà ce matin, parallèlement, on a aussi, pour accroître la navigation du fleuve, des digues basses longitudinales qui ont été érigées dans le lit mineur, qu'on appelle les digues ou les casiers Girardon. Et puis, on a un certain nombre de digues qui ont été construites plutôt qui sont contemporaines et qui ont été construites suite à la crue centenale de 1944 chez nous, et qui a été une crue qui a duré plusieurs semaines, ce qui a amené un certain nombre de collectivités, pour le coup, à construire des digues pour se protéger. Donc voilà, j'ai fait quelques extraits de photos pour vous montrer les problématiques. Donc on a, en termes d'enjeux, on a des zones d'activité et on a de la population dans des hameaux. On est dans des secteurs qui sont particulièrement agricoles et ruraux. Donc, ce qui s'est passé sur l'historique des digues sur notre secteur, c'est qu'en 2005, quand on a eu l'inventaire du service service de navigation Rhône-Saône, qui a inventorié les digues, on avait été effectivement sollicité à l'époque et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun propriétaire ni gestionnaire identifié de ces digues. Et que voilà, on n'avait aucune possibilité de se retourner vers qui que ce soit. Entre-temps, on a eu le décret de 2007 qui est arrivé. Et donc, par rapport à toutes ces questions qu'on se posait sur les propriétaires et gestionnaires, on a lancé une étude historique et juridique sur les digues orphelines du Haut-Rhône pour déterminer clairement les responsabilités de chacun. Ensuite, je vous passe effectivement, la compétence GEMAPI est arrivée avec le décret digue. Et suite à cette étude historique et juridique, effectivement, le questionnement d'un certain nombre de communes qui se retrouveraient propriétaires et ou responsables gestionnaires de digues se sont plutôt tournés vers nous pour qu'on puisse en prendre la potentielle gestion. Donc, effectivement, le syndicat s'est posé un certain nombre de questions sur l'état des ouvrages de protection, qui sont dans un état qui ne sont pas les digues de la Loire et qui sont fortement végétalisés et dans un état plutôt dégradé. Et donc, on a lancé cette étude que je vais vous présenter très rapidement. Je vais essayer d'être concise pour connaître l'état des ouvrages et puis leur rôle actuel. Donc on a mené cette étude. Alors je vous ai mis l'ensemble des items et puis on va les développer après. Simplement, donc c'est une étude qui a été financée à 50% par le FEDER et 30% par l'État dans le cadre du plan Rhône. Et le montant total, avec l'ingénierie comprise et toutes les prestations que je vais vous présenter, est d'un montant de 257 000 € TTC. Donc, on a commencé par refaire une synthèse des données historiques. Donc, on avait déjà fait une étude historique et juridique qu'on a reprise. On a pas mal travaillé à rechercher des compléments dans les archives parce que nous n'avions pas grand-chose. On a très peu de plans de recollement, enfin ça vous le savez aussi bien que moi, avec de nombreux plans projets, mais jamais de plans de recollement. Donc on se retrouvait parfois avec des différents plans projets qui évoluaient au cours du temps sur 20 ans, et à la fin on ne savait pas finalement ni les cotes, ni qu'est-ce qui avait vraiment été réalisé. On a cherché aussi pas mal dans les archives du syndicat, puisqu'en fait on avait fait à l'époque dans les syndicats qui ont fusionné pour créer le SHR, pas mal de travaux de confortement de berges et de travaux sur la végétation, et qui étaient en fait c'était des travaux sur les digues. Donc on a réalisé des VTA. Là je vais aller très vite parce que vous connaissez à la fois le contenu et
la méthodologie et les objectifs, sachant qu'on partait de 0, donc nous n'avions rien. Donc effectivement, pour ce type de VTA, il ne faut pas négliger le temps à passer par l'équipe, parce que voilà, comme on partait de 0, on n'avait aucune donnée sur les ouvrages, aucune donnée sur les désordres, la végétation n'aidant pas, et puis effectivement, la végétation était importante, donc on l'a réalisé en automne-hiver pour pas être trop embêté. Ensuite, on a enchaîné avec des levées topographiques. Donc l'objectif des levées topo, c'est effectivement d'établir le lien avec les lignes d'eau en crue, de déterminer les zones protégées par projection des codes des ouvrages. Nous n'avions rien, donc nous avons fait 3 profils en long, un sur la crête de digue, un côté zone protégée et côté fleuve, avec un pas de 25 mètres. Sachant que suite à la VTA, on avait pu repérer un certain nombre d'anomalies ou de points singuliers. Donc on a demandé à notre géomètre de porter une attention particulière sur ces points bas pour qu'ils puissent ressortir dans les profils en long. Ensuite, on a fait des profils en travers de la digue avec un pas de 200 mètres et pour les zones complexes ou en jeu avec un pas resserré de 50 mètres. Des relevés de tous les ouvrages traversants. Et puis un repérage spatial, puisqu'on a des PK sur le Rhône qui ont été installés par CNR. Ça nous permet de nous repérer physiquement sur le terrain et de repérer également toutes les échelles limnimétriques qui existaient et d'avoir également des vues en plan de l'ensemble de l'ouvrage. Donc, je vais passer rapidement sur CIRSDIG V2. Donc nous, on a créé la base de données en étant accompagné par FranceDig. Pareil, on est parti de rien, on a tout créé, on a créé nos tronçons, etc. Et on a demandé à notre bureau d'études. Donc on n'avait pas la donnée, l'utilisation mobile à ce moment-là, donc ils ont rentré tout sur papier et ensuite on leur a demandé de rentrer toutes les données dans le logiciel CIRSDIG en accédant à la base externe et on a validé l'ensemble des données ensuite. Aujourd'hui, on se sert du CIRSDIG pour rentrer des données ponctuelles. Donc en janvier 2018, on a eu une petite crue, donc on a pu rentrer l'ensemble des événements hydrauliques, les montées des eaux et les laisses de crue qu'on a pu relever sur le terrain, par exemple. Donc on a fait des reconnaissances complémentaires suite à la VTA, donc on a pu établir qu'on avait besoin d'avoir des informations complémentaires, notamment sur des conduites gravitaires qui traversaient une digue, effectivement qui posaient un certain nombre de questions. Et puis on a fait des investigations géophysiques et géotechniques sur des digues en remblai, sachant que pour d'autres tronçons, on n'avait pas besoin de faire d'investigations complémentaires, car les craintes étaient connues suite à la VTA, et donc on se posait moins de questions sur la structure de la digue. Je vous passe, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, l'inspection des conduites gravitaires qu'on a réalisées, et les investigations géophysiques et géotechniques qu'on a également réalisées sur deux tronçons de digues. Ensuite, on a enchaîné sur une analyse hydraulique parce qu'on voulait comprendre le rôle de chaque digue et le fonctionnement global aussi des digues entre elles. Donc, on parlait de cohérence et d'interférence hydraulique. Donc, on a comparé les lignes d'eau en fait, pour les différentes crues avec les données issues de la campagne topo. Et puis, on a également analysé les cartes d'enveloppe d'inondation fournies par l'État pour déterminer l'impact des digues sur le fonctionnement du lit majeur. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en cours d'études, donc on était en fin d'études, on a eu une crue au mois de janvier 2018, et on s'est rendu compte effectivement que les lignes d'eau qui nous avaient été fournies par les services de l'État étaient des lignes d'eau théoriques, et qu'au regard de la réalité technique du fonctionnement et de la gestion des crues par CNR, on avait besoin d'obtenir de nouveaux scénarios avec une probabilité d'occurrence plus proche de la réalité. Donc on a demandé effectivement au service de l'État de nous refournir de nouveaux scénarios parce qu'effectivement avec le fonctionnement spécifique des canaux et des Rhônes court-circuités entre les barrages et les usines,
on avait un différentiel qui nous posait question. Donc on avait besoin d'avoir des scénarios, entre guillemets, plus pessimistes pour pouvoir travailler sereinement. Et puis on a également demandé à obtenir des débits en crue, en temps réel, dans les Rhônes court-circuités pour assurer la surveillance de ces ouvrages, puisqu'aujourd'hui on n'a aucune vision sur les débits qui passent dans les RCC. Ensuite, on a également réalisé une analyse hydromorphologique pour apprécier l'état des berges qui supportent les digues. Donc, pour répondre au SMAGA, on s'est attardé à la fois aux digues, mais effectivement aussi aux berges. Parce que si on a une défaillance de notre berge, forcément notre digue se retrouve dans le lit du fleuve. On a évalué aussi l'incidence du transport solide sur la stabilité des ouvrages. Et puis, donc pour ça, on a reporté en plan des tracés du cours d'eau par une analyse comparative de photos aériennes anciennes et contemporaines, et puis avec les plans aussi qu'on avait. Et puis, on a donc, par rapport au profil en travers au droit des ouvrages, on a effectivement comparé avec nos lignes d'eau. Et on a aussi regardé l'évolution des profils en travers des berges au droit des digues sur une analyse diachronique. Donc pour ça, on s'est attaché aux photos aériennes anciennes et contemporaines. On a récupéré un certain nombre de profils en travers de la CNR. On s'est attardé également à la baie des Rhônes et un certain nombre d'études réalisées par CNR. On a finalisé cette étude avec une évaluation des risques, donc en croisant à la fois les aléas de défaillance des digues et des berges, avec un niveau de gravité faible, modéré ou fort. Donc la gravité, on s'est attardé à dire que en gravité faible, on avait des enjeux dans la zone protégée où il n'y avait pas d'enjeux dans la zone protégée. Modéré, c'est qu'il y avait des enjeux protégés, dans la zone protégée, mais qui pouvaient être inondés par remontée aval avant d'être inondés par la digue. Et puis forte, on pouvait avoir une entrée d'eau par la digue directement au droit de l'ouvrage. Donc on a croisé ça pour obtenir un niveau de risque en fonction de chacun de nos tronçons, pour arriver à hiérarchiser les priorités d'action sur chaque tronçon, avec une estimation du coût des travaux de sécurisation par digue, avec décomposition des prix par tronçon. Je suis allée très rapidement. Donc en fait, aujourd'hui, on a finalisé cette étude et aujourd'hui, on se rend compte que pour connaître véritablement le rôle des digues, notamment sur une des plaines de Chautagne qui comprend plusieurs ouvrages, on a besoin d'avoir une modélisation hydraulique 2D de la plaine pour comprendre la dynamique de crue au droit de ces ouvrages et dans la plaine inondable, et puis les interactions des digues entre elles. On a besoin de cette modélisation aussi pour définir clairement le futur système d'endiguement et les enjeux protégés par celui-ci, parce qu'aujourd'hui, on ne les connaît pas. Et très clairement, au vu des enjeux et du territoire rural et de plaine agricole, alors avec certes effectivement un certain nombre d'enjeux de personnes, on a besoin de faire connaître à nos élus aussi l'intérêt des travaux, la priorisation, et puis pourquoi pas ajuster en fait le périmètre de la zone protégée. C'est peut-être aussi une hypothèse de pouvoir resserrer en fait nos digues autour des zones protégées et plutôt et de potentiellement entre guillemets délaisser 4 km de digues qui n'auront peut-être pas d'intérêt si on en fait 200 mètres autour de la zone protégée. Voilà, il nous reste tout à faire, hein, le DD, les définitions et demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement, sans travaux ou avec travaux, mais au vu des délais que nous a annoncé Monsieur Vincent Saint-Ève, je pense qu'on sera déjà peut-être en 2 phases. Des travaux à mener à court terme, etc. et l'entretien courant. Et puis on a cette problématique, mais je pense que tous les gestionnaires l'ont, c'est que la problématique de la maîtrise foncière,
elle pose un certain nombre de questions, parce qu'aujourd'hui, on est sur des interventions sur des parcelles privées, puisqu'en fait, on a des digues publiques qui ont été posées sur des assiettes de digues privées. Et aujourd'hui, pour récupérer cette assiette de digue et les terrains à proximité, il va falloir qu'on aille de la convention à la DUP, en passant potentiellement par la rétrocession à titre gracieux de certains terrains. Voilà. Et il nous reste aussi tout à faire pour déclarer nos digues comme ouvrages sensibles. Voilà, j'avais fait juste une dernière diapo sur un certain nombre de questions qu'on se pose, mais on a commencé à y répondre aujourd'hui. C'était la question de la responsabilité administrative ou pénale pour l'autorité gémapienne, exerçant donc l'autorité gémapienne, pardon, en période transitoire avant l'autorisation des systèmes d'endiguement, parce qu'aujourd'hui, dans les 2-3 ans qui viennent, on ne sait pas trop à quoi on peut s'attendre. La question des petites digues, mais ça on en a déjà un petit peu parlé. Et puis quel devenir pour les ouvrages qu'on ne retiendra pas? Qu'est-ce qu'on en fera? Est-ce que le gémapien se les appropriera? Est-ce que le propriétaire de l'ouvrage en reprendra la gestion? Ou est-ce qu'on nous demandera potentiellement d'araser ces ouvrages? Et effectivement, quel financement futur pour les travaux de sécurisation de ces ouvrages avec l'ingénierie, l'investissement et la suppression potentielle? Oui, tout à fait. Elles ont transféré la compétence, effectivement. Oui. On était un syndicat avec des communes et un autre syndicat qui était à l'intérieur, mais c'était un syndicat avec des communes. On est passé donc par représentation-substitution aux EPCI. Et les 7 EPCI nous ont transféré la compétence. Et une EPCI a souhaité garder sa compétence en régie. Et le PI par un autre syndicat, voilà, pour faire simple.